Bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu sur TV Fil, le journal de la rédaction. 26 minutes pour traiter l'essentiel de l'information locale. Voici les titres. Les rythmes scolaires à La Verrière, ça avance. La ville a dévoilé son organisation pour septembre prochain. À Guyancourt vient de se tenir un forum emploi handicap. Les candidats pouvaient présenter leur CV et passer des entretiens avec les entreprises et les collectivités publiques présentes. Et puis Jean Djemad, fondateur de la compagnie Black Blamber, fête les 30 ans de hip-hop, 30 ans de sa troupe, surtout avec en guise d'apéritif deux de ses créations historiques à redécouvrir à la Meurise ce week-end à Trappes. L'image du jour, ce sont ces immeubles à Trappes qui suscitent l'intérêt du député et ancien ministre UMP Benoît Paru. Il sera ce lundi soir à la Maison des Associations pour rencontrer les locataires des squares Léo Lagrange, Jules Védrine ou encore Maurice Thorez. Il répond à l'invitation du collectif Trappes Citoyen, du candidat d'hiver droite au municipal Othman Nasrou, le jeune candidat qui défie donc le maire sortant sur l'un des dossiers phares de son mandat, le logement. Othman Nasrou qui reproche à l'équipe actuelle de ne pas défendre assez les habitants face à des bailleurs sociaux, je cite, peu scrupuleux. Toujours à Trappes, on notera également qu'aujourd'hui ont été relaxés deux frères accusés d'avoir insulté une jeune fille voilée en juillet dernier. Une peine de 6 mois ferme avait été requise par le procureur à Versailles. C'est le manque de preuves qui a justifié cette décision. La Fronde gagne de plus en plus d'élus en matière de rythme scolaire. On pense notamment à Elancourt où le maire Jean-Michel Fourgou s'appelle même à ne pas appliquer la réforme. C'est un débat qui va également sans doute animer le congrès des maires de France et qui se tient depuis ce mardi à Paris. Dans d'autres villes, pourtant, le processus de concertation avance. C'est le cas à La Verrière. La commune a présenté ce samedi son planning pour 2014. Catherine Zulato et Jonathan Villeman. Les rythmes scolaires font râler dans certaines villes, d'autres par contre s'organisent, semble-t-il, plus tranquillement. À La Verrière, voici à quoi ressemblera la vie scolaire des enfants à la rentrée 2014. Ils travailleront le mercredi matin. Concernant le planning, on est plutôt rassurés. Je ne vous cache pas qu'on était super inquiètes. On fait partie des enseignants qui ont fait la grève. On a fermé notre école jeudi dernier, sans connaître en fait tous les détails. Concernant l'élémentaire, on est plutôt rassurés. Une réunion de présentation s'est tenue ce samedi, l'aboutissement d'une vingtaine de réunions de concertation avec les parents et les enseignants, où finalement tout le monde a fait un pas vers l'autre. Nous avions préconisé, nous, en tant que parents d'élèves, des activités plutôt en début d'après-midi. Maintenant, on comprend aussi que si on veut des activités de qualité, 1h30, c'est mieux pour avoir ces activités. Et donc 1h30 en début d'après-midi, ça devenait un petit peu compliqué. Donc effectivement, le basculement en deuxième partie d'après-midi. Nous, on a fait deux choix forts. Premier choix, de travailler sur la pause méridienne en l'élargissant un peu et en lui donnant un peu plus de contenu pour faciliter le travail des enseignants. Deuxièmement, un choix de faire des temps d'activité périscolaire pour les enfants d'âge élémentaire d'1h30 pour avoir la qualité au rendez-vous. Cette qualité a un prix, il va falloir recruter des animateurs, adapter les locaux scolaires. La ville de La Verrière a estimé le coût de la réforme à 150 000 €, dont la moitié soutenue par l'État et la caisse d'allocation familiale. Dans son travail, la commune compte s'appuyer sur les associations locales. La Ligue de l'enseignement a joué le rôle d'accompagnateur. On va accompagner la commune sur une réflexion de fond et de la formation aussi du personnel sur la pause méridienne, parce que c'est un enjeu très très important. Dans les Yvelines, parmi les 262 communes du département, 8 ont fait le choix de changer de rythme scolaire à la rentrée de septembre 2013. Les autres communes ont jusqu'à la fin du mois de décembre pour présenter leur premier projet. Le marché de l'emploi, toujours tendu, et la situation est encore plus compliquée lorsqu'on présente un handicap. Un forum de recrutement spécialisé se tenait aujourd'hui à Saint-Quentin en Yvelines. Claire Cambier pour les précisions. À Guyancourt, des centaines de personnes se pressaient ce mardi à ce forum de l'emploi, un forum ouvert exclusivement aux travailleurs handicapés. En 2012, on en comptabilisait 6 400 dans le département. Handicapés physiques, en fauteuil, sourds, muets, malvoyants ou déficients mentaux. Ici, pour une fois, on oublie leur handicap pour s'intéresser à leurs compétences. On sent que les gens sont réceptifs. Je pense qu'ils sont formés par rapport au handicap aussi dans leur propre entreprise, donc ils n'ont pas le même regard. Des structures de travail spécialisées existent, mais la majorité d'entre eux, 85%, peuvent travailler dans le circuit classique. Et pourtant, les recruteurs restent frileux. Leur taux de chômage est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Un petit peu nous, les handicaps, on est un petit peu isolés.
Il faut dire ce qui est. On est isolé partout. Ici, Abdelkader peut aller à la rencontre des 45 exposants et tenter sa chance en face à face auprès de recruteurs. Pour faciliter leur venue, un véhicule spécialisé fait la navette gratuitement vers la gare et 2 interprètes sont présentes pour les sourds et muets. À ce stand, on s'occupe également de les conseiller en images. Alors là, vous êtes à l'atelier colorimétrie. Donc la colorimétrie, c'est encore une fois, c'est la découverte des couleurs qui vont vous mettre en valeur. Se mettre en valeur et se sentir en confiance. Mais ce genre d'événement ne réglera pas tout. On se rend compte que globalement le public des personnes en situation de handicap en recherche d'emploi sont des personnes qui n'ont pas encore un niveau de qualification forcément totalement en adéquation avec les postes qu'on peut proposer. Pour les CDI en tout cas, c'est beaucoup des postes en ingénieur, bac+5 plutôt technique. Et donc du coup c'est vrai que ça limite un petit peu. Si les mentalités changent petit à petit et que l'on retrouve aujourd'hui des personnes handicapées à la place des recruteurs, il reste encore du chemin pour atteindre l'équité. Sport, non pas pour parler de football, mais plutôt de gymnastique. Plus de 500 gymnastes étaient réunis tout au long du week-end à Elancourt pour une compétition régionale. Première étape vers les championnats de France, ce qui constitue parfois le rêve de certaines compétitrices, qu'a rencontré pour nous Anthony Reich. Munis d'objets imposés comme le ruban ou le ballon, chaque gymnaste ne disposait que de quelques minutes pour convaincre le jury par sa précision et sa grâce, et arriver à ne faire qu'un avec son accessoire. Le plus difficile, je dirais le ruban, parce que ça s'en mêle et c'est un engin très difficile à manipuler. Moi, c'est le cerceau, parce que quand tu fais des lancers, c'est un peu plus facile et puis c'est joli à regarder aussi. Cette compétition régionale individuelle était qualificative pour les étapes zonales au mois de décembre. Première marche vers les championnats de France, parfois le rêve ultime des gymnastes présents à Elancourt ce week-end. C'est déjà une grande compétition, il y a beaucoup de personnes, donc pour moi ça représente à peu près toute mon année de DRS. J'aimerais bien être première et continuer mon rêve jusqu'au bout. Dans ma catégorie, en individuel, il n'y en a pas, mais en équipe, il y en a et j'espère pouvoir monter sur le podium d'ici peu. Sur les 2 jours de compétition, plus de 500 gymnastes se sont succédés sur le praticable. Chez les juniors, Marion termine 6e. De son côté, la jeune Anaïs Etienne finira au pied du podium, mais avec le sourire. Il avait débuté en mars 2012, l'un des plus grands chantiers en Île-de-France concernant le patrimoine. Selon la municipalité de Plaisir est bel et bien terminée. La rénovation de l'église Saint-Pierre a même donné lieu à une cérémonie d'inauguration au cours du week-end. Il aura fallu 1 an et demi pour que l'église Saint-Pierre de Plaisir retrouve de sa superbe. 1 an et quelques millions d'euros, plus de 7, dont 3 consacrés à la place située devant l'édifice. Réfection et étanchéité des sols, restauration des vitraux, de l'orgue, des menuiseries ou encore réfection des façades et changement du chauffage. Le parti qu'on a pris au départ, c'est justement de renforcer, d'abord de conserver tout ce qui restait de cette petite église rurale, ses éléments de décor, ses éléments de mobilier, etc., son architecture bien sûr, mais aussi de renforcer cette identité en restaurant très très scrupuleusement tous ces vestiges anciens, et puis dans les équipements, dans les compléments qui étaient nécessaires, de rester dans le même esprit et dans la même identité. Les Plaisirois, qui avaient été appelés à soutenir financièrement le projet via une souscription populaire, redécouvrent l'édifice, érigé au XIIIe siècle. Quant à l'évêque de Versailles, il parle de soulagement pour les paroissiens. Ça fait 18 mois qu'ils ne pouvaient plus entrer dans l'église, ils ne pouvaient plus prier dans l'église. Et retrouver leur église, c'est un moment formidable. Alors c'est vrai que pendant 18 mois, on a été dans les paroisses voisines, qui nous ont très bien accueillis. Mais là, c'est retrouver l'église. Et non seulement la retrouver, mais la retrouver plus belle que jamais. Pour marquer l'événement, la façade de l'église Saint-Pierre sera illuminée jusqu'au 15 janvier. L'invité de cette édition du 7-8, l'Actu, c'est Jean Djemat. Bonsoir. Bonsoir, et bienvenue sur ce plateau. Fondateur de Black Blamber, compagnie de danse qui, dans quelques mois, fêtera ses 30 ans. 30 ans de danse avec plusieurs événements prévus. On aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants. Mais déjà, l'apéritif qui sera servi, ce sera à la Meurise à Trappes avec une représentation le 23 novembre à partir de 20h30 de 2 spectacles. L'un qui marque un spectacle historique de la compagnie, on va en parler, c'est Si je t'aime. Mais une autre, c'est une création, ça s'appelle Paradoxe. C'est un projet de formation un peu particulier puisque c'est de la formation d'insertion professionnelle de jeunes danseurs. Ce sont eux qui vont se produire sur la scène de la Meurise dans quelques jours. Absolument, j'enlève juste le mot insertion parce que nous on dit plutôt formation. Voilà des gens qui sont venus
non seulement de leur plein gré, mais par désir, par goût pour pratiquer la danse, qui ont tous un emploi et qui sont donc des jeunes gens et des jeunes filles originaires de Trappes et de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui travaillent avec nous depuis maintenant près de 3 ans sur ce processus de création. Est-ce que c'est pas du jour au lendemain qu'ils se sont retrouvés sur la scène? Vous avez Non vraiment seulement accompagné ça, tout au long de ces différents mois. absolument. Non seulement ils ne se sont pas retrouvés du jour au lendemain sur la scène, mais ils avaient envie, eux, de faire un vrai spectacle de qualité. Donc on s'est pris le temps de le faire. Et surtout, l'idée, c'était qu'ils ont apprécié que nous ne souhaitions pas leur imposer une thématique ou une démarche. Et il faut prendre le temps quand on travaille ensemble, parce qu'on parle de co-élaboration, de co-création. Mais pour cela, il faut évidemment que nos partenaires, ces jeunes gens et ces jeunes filles, aient le temps de construire une réflexion, de l'alimenter. Et voilà, donc nous sommes partis de leur envie de faire spectacle. Une idée au départ qui était un peu la vengeance des pauvres contre les riches. Et c'était spontanément ce qu'ils voulaient mettre en forme, donner à voir. Et nous sommes parvenus, Christine notamment, qui les a accompagnés avec Mathieu Raguel tout au long de ce parcours. Je rappelle un chorégraphe qui a fondé avec vous la compagnie. Absolument, et qui est surtout la personne référente de ce projet, c'est-à-dire celui que les danseurs et danseuses en question voient régulièrement. Nous sommes parvenus à un spectacle dont le titre est Paradoxe, mais qui va traiter du paradoxe de la richesse, ce qui est quand même une sorte de mise à distance où, disons, la vengeance, la colère, le sentiment un peu spontané a été remis de côté pour évoquer peut-être plus largement la question de qu'est-ce que être riche. Voilà. Ce sera à découvrir samedi à partir de 20h30 à la Meurize. Il reste encore des places si vous souhaitez y assister. Il y a aussi 2 représentations pour les scolaires, 21-22 novembre. Peut-être faites-vous partie des parents dont les enfants vont revenir le soir vous parler d'un spectacle. Ce sera celui-ci, Paradoxe. Il faudra ensuite aller le voir le samedi. Voici un petit extrait, un petit teaser. Paradoxe à la Meurize, c'est l'un des spectacles de Black Blamber à découvrir au cours du week-end. L'un des spectacles parce qu'il y en aura 2. Mais juste pour conclure sur Paradoxe, c'est une version courte. C'est une version de 30 minutes qui va être C'est les 30 proposée. premières minutes de ce travail très élaboré et très exigeant. Nous sommes en route, disons davantage que 30 minutes à l'heure actuelle, mais nous sommes en train de terminer, l'équipe qui les encadre est en train de terminer un format à 1 heure qui sera présenté, elle, en 2014 dans le cadre, alors là, de nos 30 ans à proprement parler, puisque les 30 ans, c'est en 2014. 30 ans officiels. Autre spectacle à redécouvrir, celui-ci, toujours dans le cadre de cette programmation à la Meurize, ce sera au cours de la même soirée, c'est Si je t'aime, T''M. C'est une des pièces clés un petit peu de la compagnie, on peut te la représenter. Oui, disons que sur une trentaine de créations, il y a 14-15 pièces qui sont considérées aujourd'hui comme des moments vraiment originaux, majeurs, qui ont marqué à la fois l'histoire de la compagnie, mais aussi l'histoire de cette danse, de cette manière de faire la danse hip-hop. Si je t'aime est emblématique pour plusieurs raisons, mais au moins une, c'est sur le thème du couple, et c'est un thème récurrent dans le travail de Christine Counin, la chorégraphe de la compagnie. Et le hip-hop, justement, côté femme, cette fois-ci. Parce qu'on y parle du couple, on y parle des femmes. Ah non, c'est le couple, donc c'est les hommes, les femmes, et puis tout ce qui est le couple. Le les couple, relations hommes-femmes, c'est quelque chose qui n'est pas forcément souvent traité dans le milieu du hip-hop global. On parle de la culture hip-hop, puis pas toujours de manière très à droite aussi. Là, ça se traduit comment sur scène, cette création? Alors d'abord, la particularité, c'est que la musique n'est pas de la musique hip-hop, ou alors vraiment très accidentellement, à un moment donné. On y campe, il y a de la musique classique, il y a de la musique de jazz. Bref, c'est, comment dirais-je, ça parle du couple dans le milieu qui est le nôtre, dans le milieu de danse, dans le milieu de ces danseurs qui, au moment de la création, avaient entre 20 et 25 ans. Et ça, disons, pose l'ensemble des questions, des problématiques qui peuvent être posées aux couples dans ces âges-là. Donc il y a aussi tout un côté sur le rêve, sur le rêve des tropiques, enfin voilà.
Black Blamber, lorsqu'on évoque la compagnie, on pense au hip-hop. Vous êtes à la fois dans le hip-hop, mais aussi en dehors, vous le disiez, avec cette création-là. Vous voulez aussi toucher d'autres styles culturels. On va parler des 30 ans de Black Blamber qui se profilent. Vous allez nous expliquer pourquoi cette volonté d'être à la croisée de tous les genres. Ce sera juste après ce micro-trottoir. Nous vous avons posé cette question aujourd'hui. Quelle image avez-vous du hip-hop à l'heure d'aujourd'hui ? Une très bonne image. On voit qu'aujourd'hui, le hip-hop, c'est une musique qui n'est pas réservée qu'aux jeunes, parce qu'il y a un message, il y a une morale, il y a une histoire aussi. C'est une musique qui donne plusieurs horizons, écoutée de partout et qui se veut festive. Donc c'est pour ça qu'elle touche beaucoup plus les jeunes aujourd'hui. C'est une façon de s'exprimer différemment. Ça permet de laisser sa créativité. Ça permet vraiment d'exprimer avec son corps et de faire passer un message qui est différent, comme le rap finalement. Ça permet de faire diffuser une information différemment que ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir. Pour moi actuellement, le hip-hop perd sa place comparé au temps d'avant, c'est-à-dire on écoute de moins en moins le hip-hop. Elle est remplacée par d'autres styles de musique, tels que la tectonique ou autres styles, plus dans les goûts des jeunes aujourd'hui tout simplement. Malgré qu'à l'époque, certains messages passaient par cette musique-là. Et donc aujourd'hui, on perd cette notion-là, tout simplement. Par rapport aux jeunes, ça les incite parfois à la violence. Mais on peut aussi comprendre leur souffrance, parce que souvent ils viennent des cités ou de la banlieue, et on peut comprendre la souffrance qu'ils vivent au quotidien. Hip-hop, violence, hip-hop, style qui disparaît. Forcément, je vous vois crispé. Non, je vous vois crispé, j'espère pas. Mais j'ai un commentaire à faire à l'endroit des personnes que vous avez interviewées. D'abord, la première personne considère le hip-hop à travers ce qu'elle en connaît, c'est-à-dire la musique. C'est le moment de rappeler que le hip-hop est un grand mouvement culturel, pour pas dire politique, qui nous est arrivé des États-Unis, mais qui était déjà la transformation finalement des différentes postures qu'ont eu les Noirs, les Africains pendant plusieurs siècles pour pouvoir développer leur culture et les formes rituelles de vie qui sont entre eux. Donc ça n'est pas que de la musique, mais ce qu'il dit est fort juste. Pour réagir sur la seconde personne, elle considérait plutôt la danse, puisqu'elle parlait de corps. C'est le moment de dire que c'est aussi du DJing, des gens qui font du DJ, que c'est aussi des graffeurs, des gens qui font des graphes. D'ailleurs, je vois que le graphe de TV-Fil, que TV-Fil s'est inspiré, c'est quelque chose qui est rentré, j'allais dire, dans l'esthétique contemporaine. Partout, absolument. Enfin, après, avec plus ou moins de bonheur. Et quand le dernier interlocuteur parle de violence, il est certain qu'un certain nombre de musiques, de hip-hop ou du rap, sont parfois le reflet, effectivement, des violences subies, souvent, et peut-être en générer. Mais je ne crois pas qu'on puisse généraliser à l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler, disons, la culture hip-hop. Black Blamber est né il y a bientôt 30 ans, 1984, septembre. On va refaire un peu l'historique, on en a déjà parlé forcément sur cette antenne, mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment est née cette compagnie. C'était un spectacle presque anodin, qui a quand même 40 danseurs. C'était sur un parking à Saint-Quentin-en-Yvelines. On était loin d'imaginer que la compagnie puisse ensuite se produire à l'international, parce que c'était complètement. Enfin, en tout cas, nous avions de l'ambition de faire un travail d'excellence, enfin de la meilleure qualité possible. Nous avions l'ambition d'avoir, disons, une réussite régionale, puisque c'était quand même la mission de la PASC à l'époque. Pour laquelle l'association socio-culturelle du départ de la Ville Nouvelle, quand c'était encore une Ville Nouvelle, Saint-Quentin-en-Yvelines, qui avait mission de développer les formes émergentes artistiques de la jeunesse. Donc oui, nous souhaitions bien sûr que ça marche le plus possible, mais c'est vrai que nous avons été extrêmement surpris par le résultat et le fait qu'on se retrouve quasiment 3 mois après à l'international. Et comment vous êtes retrouvé dans cette aventure ? Médecin à l'origine, karatéka. Karatéka, c'est déjà beaucoup plus proche. Non, c'est surtout lié à la mission que j'avais accepté de mener pour la PASC, qui était au départ une mission d'étude que j'avais souhaité mettre en œuvre comme une étude action. Et l'action, c'était justement d'expérimenter un certain nombre de processus. Ce qui était important à l'époque, c'est que la PASC était un véritable lieu socio-culturel où il n'y avait pas de distinction entre l'émancipation
et l'art, sachant que aujourd'hui, dans une compagnie comme la nôtre, on retrouve ce paradoxe, là encore, de gérer l'art pour l'art et l'art utile. Je reprends cette expression qui vient de Jacques Lifshitz, qui est notre grand maître du Théâtre de l'Unité, qui nous a justement donné le goût de tenter les choses et de ne pas se sentir forcément perdant d'avance. Maintenant, ce qui est peut-être important à signaler à l'époque, c'est que un projet comme celui-ci, qu'il fût de danse ou d'autre chose, avait une particularité qui, à mon avis, il faut continuer à défendre aujourd'hui. C'est l'idée que la confrontation à un art, ou disons à la science, bref, des contenus qui permettent d'apprendre à réfléchir, qui permettent de mieux se connaître soi-même, de trouver la meilleure distance de soi aux autres, d'être plus juste et donc de produire autour de soi de belles transformations. Ça a été la philosophie pendant 30 ans de la compagnie. Absolument. D'ailleurs, le slogan au début, j'avais dit aux danseurs, ce sera ni misérable, ni exotique. Voilà. Et nous ne sommes pas plus qu'aujourd'hui misérables ni exotiques. Et une remarque par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Wilfried, c'est que, en effet, nous n'avons jamais été complètement dans le hip-hop tel qu'il a pu se définir à partir de la rue, et nous avons été clairs sur le fait que c'était un travail qu'on faisait de la rue à la scène, mais nous n'avons jamais été non plus dehors. 15 ans avant la plupart des grandes compagnies, nous avions déjà un processus extrêmement clair. Et aujourd'hui, nous sommes encore sur ce territoire, car c'était un de nos engagements. Nous avons choisi de ne pas intégrer une institution publique, un centre chorégraphique, parce que pour nous, l'important, c'était sans doute d'aller dans les lieux les plus prestigieux du monde, mais aussi de revenir à Trappes, de revenir à Saint-Quentin et de pouvoir procéder à un échange de bonne aloi. Voilà. 2014, la compagnie a 30 ans, il y aura forcément des spectacles, il y aura des expositions, des documentaires, on aura l'occasion d'en parler tout au long du début de l'année prochaine. Absolument. On vous tiendra bien évidemment informé, vous reviendrez sur ce plateau avec vos danseurs, avec également les autres membres fondateurs. Juste pour conclure, s'il y avait non pas un souvenir à garder de ces 30 ans, mais un souvenir peut-être à imaginer, à rêver pour les 30 prochaines années, ce serait quoi ? Qu'est-ce que vous aimeriez pour la compagnie pour la suite ? Alors, pour la compagnie, c'est marrant parce que la compagnie, en fin de compte, c'est le lieu effectivement de la mise en forme des rêves et de la mise, j'allais dire, en beauté de tout ce que nous tentons de mettre au travail en termes de réflexion et en termes d'échange avec un public. Donc pour Black Blamber, mais bien au-delà de Black Blamber, mon souhait, ça serait qu'il y ait davantage une modernisation de l'éducation populaire pour que, de nouveau, l'art, le sport, la culture, la santé soient réunis de telle sorte à ce que les jeunes et les moins jeunes puissent se construire eux-mêmes une autonomie et une émancipation qui ne soit pas prescrite d'en haut par les institutions ou par, disons, les savants et les gens dont la pensée a cours à un moment ou à un autre. Voilà, c'est là mon vœu le plus cher. Et si vous voulez commencer à goûter à cette philosophie, si vous ne la connaissez pas de Black Blamber, rendez-vous à la Meurize, à Trappes, pour découvrir une des créations emblématiques, Si je t'aime, et puis également une création qui commence tout juste, qui est encore en cours d'élaboration dans une version un peu plus longue, c'est Paradoxe. Merci Jean Avec Djemad. les B3 Juniors, Les B3 on leur a Juniors, donné effectivement. ce label parce que effectivement ils se sont mis à une hauteur qu'on n'attendait pas non plus, mais du coup on en est ravis. Ouais. Merci à vous Jean Djemad. Merci Wilfried. On termine ce journal par une information un peu plus insolite. Une famille de Jouy-en-Josas à l'origine d'une cabane totalement novatrice. Elle est faite à partir de cartons recyclés modulables. Elle peut se monter et se démonter en quelques minutes, décorée également selon ses propres goûts. À l'approche de Noël, l'idée pourrait peut-être séduire parents et enfants. Yolène Thorez. Avec ses 5 associés, famille et amis, Corinne était certaine que le produit existait déjà. Pourtant, leur idée est totalement novatrice. Ces cabanes en carton recyclé et modulables n'existent nulle part ailleurs, pas même à l'étranger. Vous pouvez vraiment créer la forme de la cabane que vous souhaitez. C'est 2 jeux en un. Vous pouvez créer la forme de la cabane. Donc ça peut être une forme octogonale, ça peut être un labyrinthe, ça peut être une maison avec différentes petites pièces où les enfants peuvent se cacher. Et ensuite, l'enfant peut décorer la cabane. Donc vraiment, le côté novateur, c'est pour la première fois construire la cabane qu'on veut, créer son univers, créer son décor, créer son monde. Et vous verrez que les enfants créent en fait, à chaque fois qu'ils ressortent la cabane, vont créer une forme de cabane différente. Ça ne sera jamais la même. L'idée est liée à son enfance. Son père était publicitaire et ramenait souvent les cartons qui ne servaient plus à la maison. Avec ses 2 frères, Corinne s'en servait alors pour créer des cabanes. Ces cabanes Mabarak sont commercialisées depuis le mois de septembre. Avant, Corinne a testé son produit auprès des centres de loisirs. Résultat, un produit solide, non dangereux, mais surtout très pédagogique pour les enfants.
Avec le système d'encoche, ils apprennent à maîtriser leurs gestes, mais pas seulement. Ça va permettre également de développer la créativité et l'imagination de l'enfant, puisqu'il va créer à chaque fois une cabane différente, et également l'imagination et la créativité, puisqu'il va la décorer selon ses propres envies. Dès l'âge de 3 ans, la cabane peut se monter et se démonter en 3-4 minutes chrono. Démonstration avec 2 des 3 enfants de Corinne. L'idée semble faire des adeptes. Sur leur première production, Corinne et son équipe en ont déjà vendu la moitié. Tout est stocké dans son garage. Donc ici, nous avons au départ commandé 400 cabanes. Il nous en reste plus que 200 puisque nous avons écoulé déjà la moitié du stock. Et nous avons encore beaucoup vous voyez, tout ça, ce sont des boîtes qui sont en attente de livraison pour des hôpitaux, pour des centres de vacances ou encore pour des écoles. L'activité lui prend beaucoup de place et de temps, mais elle reste pour le moment un plus par rapport à son premier métier de maître de conférences en marketing. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir déjà d'autres idées de développement, créer du mobilier en carton pour meubler la cabane ou encore créer le même produit en version plus petite pour en faire des maisons de poupées. Corinne et son équipe n'ont pas fini d'innover. À l'approche de Noël, ma baraque risque de faire quelques heureux. Ils seront d'ailleurs présents au marché de Noël de Jouy-en-Josas les 13 et 14 décembre prochains. Le journal revient mercredi, nouveau point complet sur l'actualité locale. Excellente soirée sur notre antenne.